Derrière une porte close du palais de Buckingham, le roi Charles III apposa sa signature sous un paragraphe qui allait transformer à jamais la monarchie britannique. Ce document secret ne se contentait pas de vanter l'importance future de Catherine. Il la désignait officiellement comme celle qui, aux côtés de William, porterait la couronne. Le crissement de la plume sur le parchemin épais était le seul bruit dans cette pièce qui soudain semblait trop petite pour le poids de l'histoire. C'était la signature de l'instrument de continuité de la couronne, un cadre confidentiel définissant comment l'autorité, le contrôle de la maison royale et l'influence cérémonielle seraient transmis au règne suivant. Lorsque Charles abaissa enfin la plume, personne dans la pièce ne manifesta de joie. Tous comprenaient qu'un avenir royal venait d'être assuré en mettant un autre en péril. Charles garda la main près de la plume tandis qu'un silence pesant s'installait dans la pièce. Son secrétaire particulier observa l'encre sécher, tandis que le conseiller constitutionnel attendait que le roi lève les yeux. Il ne s'agissait pas d'un décret d'abdication. Charles ne renonçait pas au trône. Pourtant son effet fut considérable, car il confirmait Catherine comme future reine et écartait de fait Camilla de la structure gouvernementale à long terme de la monarchie. Le monarque relut une dernière fois le nom de sa femme et appuya son pouce sur le papier, la mâchoire serrée. Il savait que cette décision protégeait son fils et sa belle-fille, mais elle blessait la femme qui l'avait soutenue pendant des décennies de rejet. Le roi demanda s'il existait une autre solution, bien que la situation constitutionnelle fût déjà stabilisée. Le conseiller expliqua que tout retard risquerait de diviser l'institution entre deux centres d'influence féminins rivaux. Guillaume avait besoin de la certitude d'une voie clairement définie, et Catherine de la liberté de se préparer à un rôle exigeant. Camilla, quant à elle, perdrait la position stratégique qu'elle estimait avoir acquise au fil de ses années de loyauté. Ce document était un instrument froid de politique étrangère conçu pour résister aux sentiments personnels et aux réconciliations familiales. Il s'agissait du plan d'une monarchie plus restreinte et rationalisée, centrée sur la famille de Galles. Une annexe scellée renforçait encore la portée du décret conférant à Catherine la supervision de la stratégie des œuvres caritatives et de la réforme du cérémonial. Elle contribuerait désormais à définir la manière dont le prochain règne s'adresserait au public et interagirait avec la jeune génération. Une seconde clause plus brutale interdisait aux proches et conseillers de Camilla de conserver la moindre influence après la fin du règne de Charles. Ceci démantelait de fait un réseau de pouvoir que l'on attendait pour survivre à la transition. En quelques minutes, 2 enveloppes scellées furent transportées dans les couloirs du palais. L'une chargée d'une lourde responsabilité se dirigea vers Adelaide Cottage. L'autre vers Clarence House prouvait qu'une porte était désormais fermée. Pour Catherine, l'enveloppe symbolisait un avenir qu'elle avait préparé pendant des années sans jamais oser le revendiquer. Pour Camilla, elle incarnait la réalité. L'histoire s'apprêtait à la dépasser alors qu'elle était encore debout. Ces 2 femmes séparées par la génération et la réputation se retrouvaient soudainement liées par le même morceau de papier. L'une était élevée vers la couronne, tandis que l'autre était écartée de son destin. Catherine ouvrit son enveloppe aux côtés de William et la première page la laissa sans voix. Son influence s'était développée grâce à des années de discipline et de confiance publique, mais elle n'avait jamais considéré le titre de reine comme un prix à conquérir. William la regarda lire les phrases 2 fois avant qu'elle ne pose les pages sur la table en bois. Catherine s'approcha de la fenêtre et murmura que quelqu'un allait être profondément blessé. Le prince la suivit choisissant ses mots avec la précision d'un homme qui avait mûri ce moment pendant des années. Il lui dit que le document n'était pas une récompense, mais une protection pour l'institution et pour leurs enfants. Il affirma que le règne suivant ne pourrait survivre à des loyautés partagées, ni à une lutte de pouvoir entre 2 familles. Catherine se retourna vers lui, le visage bouleversé, remarquant que la protection, lorsqu'elle repose sur la perte, ressemble souvent à de la cruauté. Le prince admit alors une vérité qu'il avait dissimulée pendant des semaines. Charles l'avait consulté en privé lors d'une conversation enregistrée au palais. William n'avait pas rédigé le décret, mais il avait averti son père que la monarchie ne pouvait fonctionner sous l'emprise de 2 pouvoirs féminins concurrents. Catherine comprit alors que la décision se tramait bien avant que l'enveloppe n'arrive chez eux. William insista sur le fait qu'il avait plaidé pour une clarification institutionnelle et non pour une humiliation personnelle. Pourtant, tandis que le soleil se couchait sur Windsor, la frontière entre les deux semblait terriblement ténue.
L'accession au trône de la future reine était désormais officiellement liée à la destitution de la reine actuelle. Camilla reçut son exemplaire à Clarence House et le lut dans le calme de son bureau. Après des décennies passées à jouer les maîtresses et à obtenir tant bien que mal l'acceptation du public, elle se croyait enfin assurée de sa place. Le document menaçait bien plus que son influence. Il menaçait le sens qu'elle avait donné à chaque année difficile qu'elle avait endurée. Arrivée à la clause de révocation, elle repoussa sa chaise, si brusquement qu'elle heurta le mur. Son secrétaire particulier entra aussitôt, mais elle lui ordonna de partir sans un mot d'explication. Elle avait besoin de voir l'écriture de l'homme, en qui elle avait le plus confiance. À côté de l'annexe scellée, elle découvrit une note manuscrite de Charles, nécessaire après Windsor. Son expression changea instantanément, ses yeux se plissant au souvenir d'un moment intime que le palais avait tenté d'étouffer. Ces deux mots renvoyaient à une confrontation qui avait transformé une rivalité contenue en une crise constitutionnelle que le roi ne pouvait plus ignorer. Le décret n'était pas apparu de nulle part. Sa véritable origine se trouvait entre les murs de pierre du château de Windsor lors d'une cérémonie censée symboliser l'unité. Une seule phrase prononcée, hors de tout contrôle d'image, avait changé à jamais l'atmosphère du palais. C'était le moment où Charles avait compris que l'affection ne pouvait plus primer sur la couronne. Les tensions s'accumulaient depuis des mois, Camilla s'attendant à ce que ses conseillers de confiance et ses préférences protocolaires conservent leur influence après l'accession au trône de William. Le prince, quant à lui, aspirait à un avenir bien différent, une monarchie plus restreinte au pouvoir fermement concentré autour de sa famille proche. Cette transition était cruciale car la moindre incertitude risquait de diviser le personnel du palais et d'éroder la confiance du public. Catherine avait déjà commencé à participer à des discussions de haut niveau sur la réforme du patronage et la communication royale. Son rôle grandissant ne se limitait plus à une simple fonction honorifique. Charles comptait de plus en plus sur sa capacité à nouer des liens avec les jeunes familles et à stabiliser l'institution en période de crise. Camilla percevait cet accès comme une menace, craignant que le palais ne tisse une cour parallèle autour de la famille de Galles. Elle redoutait qu'un centre d'influence distinct ne puisse l'éclipser alors qu'elle demeurait aux côtés du roi. La situation dégénéra lors d'une réunion préparatoire à la réception du Commonwealth à Windsor. Catherine devait présider le comité de stratégie future, mais la reine consort s'y opposa devant Charles et William. Elle prononça une phrase qui scella le silence. « Il ne peut y avoir deux reines à la tête de cette famille tant que je suis là. » Le défi était direct, personnel et fondamentalement intenable. Catherine ne protesta pas. Elle referma simplement son dossier et regarda le monarque droit dans les yeux. Elle demanda si sa présence était devenue un obstacle à l'harmonie familiale. Charles hésita quelques secondes, mais ce silence fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. La blessure était palpable car le rôle que Catherine avait accepté par devoir était soudain perçu comme un acte d'ambition démesurée. William repoussa sa chaise et déclara à Camilla qu'elle n'avait pas à restreindre l'autorité future de Catherine. Le roi ordonna le calme, mais le prince refusa de s'asseoir tant que la place de son épouse ne serait pas reconnue. Après le départ de Catherine, Camilla pressa Charles de reporter tout transfert de responsabilité stratégique à la maison de Galles. Elle l'avertit que William agissait trop vite et que la popularité de Catherine risquait d'éclipser le souverain avant la fin de son règne. Le monarque resta silencieux ce soir-là, mais demanda plus tard l'accès aux archives confidentielles de la succession. Sur le compte rendu de la réunion de Windsor, il inscrivit une simple phrase : « La continuité exige de la clarté ». 48 heures plus tard, les conseillers constitutionnels commencèrent à rédiger l'instrument qui définirait les limites du futur pouvoir de Camilla. Le roi avait privilégié la pérennité de la couronne à la paix conjugale à court terme. Lorsque Camilla comprit que ses propres paroles à Windsor avaient servi de prétexte à sa destitution, elle alla directement voir Charles. Sans convoquer ses conseillers ni donner d'instructions à sa maisonnée, elle porta le document plié à la bibliothèque et ferma la porte. Aucun aide ni courtisan n'était présent pour adoucir les termes de la confrontation. Pour la première fois depuis la signature du décret, mari et femme se retrouvèrent seuls sur le document signé entre eux. Camilla déposa les pages sur la table et posa la question que Charles redoutait: avait-il protégé la couronne
Ou avait-il simplement choisi Catherine à sa place? Charles se leva lentement de son bureau, gardant une voix calme, malgré la tension palpable dans la pièce. Il lui expliqua que la décision lui appartenait et qu'aucune règle constitutionnelle n'avait imposé ce résultat. La couronne ne pouvait entamer un nouveau règne avec des cours rivales ou une lutte non résolue pour l'autorité de Catherine. Camilla accusa le monarque de laisser William et Catherine décider de la façon dont l'histoire se souviendrait d'elle. Elle exigea de savoir si des décennies de loyauté pouvaient être effacées en un après-midi à Windsor. Charles la regarda avec une honnêteté lasse plus douloureuse que n'importe quelle excuse qu'il aurait pu avancer. Le roi révéla que Windsor avait été l'élément déclencheur, mais pas la seule cause du décret. Un audit interne confidentiel montra que le personnel du palais recevait des instructions contradictoires de 2 centres de pouvoir différents. Les conseillers se disputaient le contrôle des patronages, les liens officiels par lesquels la famille royale soutient des œuvres caritatives et façonne son image publique. Le monarque avertit que laisser cette lutte se poursuivre affaiblirait William avant même le début de son règne. Camilla demanda si Catherine avait exigé cela, mais Charles répondit aussitôt que la future reine n'avait rien demandé d'autre que le respect de la dignité de sa prédécesseur. Camilla retira lentement son alliance et la déposa près du décret, signé un geste de défi absolu. Le silence qui régnait dans la bibliothèque s'étira jusqu'à ce qu'elle remette finalement sa bague. Elle déclara à Charles que s'il avait choisi l'institution, plutôt qu'il lui incombait d'en expliquer la raison à William. Cette confrontation révéla la dure réalité de la vie royale. L'influence et la proximité sont certes puissantes, mais seul le souverain a le pouvoir de façonner l'avenir. Charles avait usé de ce pouvoir pour tracer une ligne rouge. Il avait choisi l'avenir de la couronne plutôt que la femme qu'il aimait. Le roi attendait William dans son salon privé à Windsor, l'acte signé, posé entre 2 fauteuils. En tant que souverain, il contrôlait chaque aspect de la transition, et le document avait été conçu pour résister même à un revirement personnel. Charles répéta 2 fois sa première phrase, conscient que le jugement de son fils était plus redoutable que n'importe quelle crise constitutionnelle. Le prince entra et ignora d'abord le document, assurant à son père qu'il n'avait jamais demandé l'humiliation de Camilla. Il souhaitait une certitude quant à l'avenir de Catherine, et non un acte de vengeance publique contre l'épouse de son père. Charles répondit que l'incertitude elle-même était devenue le principal danger pour la stabilité de la famille. Chaque jour de retard permettait aux factions rivales de renforcer leur position et jeter le doute sur l'autorité future de Catherine. Le roi révéla alors qu'il avait étendu les pouvoirs de Catherine, au-delà même des attentes de Guillaume. Les données montraient que le public avait confiance en sa stabilité et les évaluations de la maisonnée la décrivaient comme le lien le plus solide avec la génération suivante. La future reine n'était plus un simple personnage secondaire. Elle était le pilier essentiel sur lequel le prochain règne serait bâti. Le document garantissait à Camilla sa sécurité financière, sa résidence et sa dignité pour le restant de ses jours. Elle ne serait pas effacée de l'histoire du règne de Charles, mais son autorité institutionnelle prendrait fin à la transmission de la couronne. Son honneur personnel subsisterait, mais son contrôle stratégique s'évanouirait. Guillaume finit par prendre le reçu et le signer, mais refusa de considérer ce moment comme une victoire. Il fit remarquer que Catherine porterait la responsabilité de ce pouvoir sans pour autant en jouir. Le roi accepta le reproche conscient du prix de la clarté qu'il avait enfin apporté à son fils. Alors que William atteignait la porte, Charles l'avertit qu'un membre de la maisonnée de Camilla avait déjà copié une partie du décret. La sécurité du palais craignait que les pages ne soient déjà hors de leur contrôle, ce qui signifiait qu'une fuite était imminente. La blessure privée allait devenir un spectacle national. La première fuite ne contenait que 11 mots. La future reine assumera l'autorité indivisible après la transition. En quelques minutes, le palais perdit la maîtrise du récit, tous les correspondants royaux du pays se précipitant pour obtenir l'intégralité de l'histoire. Camilla seule entendait le nom de Catherine prononcé sur toutes les chaînes d'information. Buckingham Palace entra en état de crise tandis que les officiels élaboraient des réponses au scandale qui se dévoilait. Il ne s'agissait plus d'une transition privée, mais d'une bataille pour gagner la sympathie du public. Camilla suivait les reportages entendant les médias qualifier Catherine de future souveraine incontestée.
Chaque phrase transformait sa crainte secrète d'être reléguée au second plan en une vérité publique. Son silence ne lui offrait aucune protection contre le cours de l'histoire qui se retournait contre elle. Catherine apprit la nouvelle alors qu'elle aidait le prince Louis à faire ses devoirs, sentant aussitôt que sa vie se rapprochait du trône d'une manière qui lui pesait lourdement. Les agences de sécurité ont finalement remonté la piste de la photo divulguée jusqu'à une photocopieuse, utilisée par l'un des principaux conseillers de Camilla. Lors d'un entretien interne, ce dernier a affirmé que la copie avait été réalisée uniquement à des fins juridiques, mais le moment choisi laissait supposer une tentative de forcer Charles à reculer. Le roi cependant était resté inflexible. Il a rejeté toutes les propositions de révocation du décret, déclarant que tout recul donnerait l'impression que la couronne était négociable. Il voulait que chaque faction lésée sache que l'autorité de Guillaume était absolue. La décision était irrévocable, et le palais devait trouver un moyen de gérer les conséquences. Catherine formula alors une requête inattendue. Elle demanda à rencontrer Camilla seule, sans avocat ni secrétaire. Ses conseillers la mirent en garde, mais la reine accepta et les deux femmes se rencontrèrent dans le salon de jardin de Clarence House. Pendant quelques secondes, elles restèrent silencieuses, assises près d'un plateau de thé intact. L'une était promise à l'avenir, l'autre avait appris que son temps était révolu. Pourtant, la première phrase de Catherine ne fut pas un cri de triomphe. « Je ne suis pas venu ici pour vous prendre quoi que ce soit. » Elle cherchait à préserver sa dignité au cœur de cette transition. La future reine expliqua que le document avait transformé un devoir lointain en une destinée inéluctable, et elle en ressentait le poids comme un fardeau, non comme une récompense. Elle admit être effrayée par cette responsabilité. Camilla l'observa et comprit que Catherine disait vrai. Elle ne voyait pas le décret comme une conquête. La reine confessa que sa colère était alimentée par la crainte d'être à nouveau au cœur d'un scandale. Elle avait cru que l'influence future était le seul moyen de prouver qu'elle avait enfin été acceptée par l'institution qu'elle avait servie pendant 20 ans. Catherine révéla avoir personnellement demandé au roi de protéger les œuvres caritatives de Camilla et d'éviter d'employer des termes comme « expulsion » dans toute déclaration publique. Elle souhaitait des limites claires pour le règne suivant, mais refusait de les établir en humiliant publiquement l'épouse de son beau-père. Camilla baissa les yeux et reconnut finalement que son comportement à Windsor avait franchi une limite. Elle s'excusa d'avoir contraint Catherine à porter le fardeau de sa propre crainte d'être oubliée. Les deux femmes parvinrent à un accord tacite. Le décret était nécessaire pour la couronne, même s'il était douloureux pour la famille. Avant le départ de Catherine, Camilla lui remit une déclaration manuscrite acceptant la transition à venir et les termes du décret. Elle demanda à Catherine de la transmettre à Charles avant que le palais ne s'adresse à la nation. Cette rencontre ne rétablit pas le pouvoir de Camilla, mais elle permit à la monarchie d'annoncer la nouvelle ère dans un climat relativement apaisé. Dès l'aube, le document secret était au cœur de toutes les conversations matinales en Grande-Bretagne. Certains y voyaient un jugement impitoyable, tandis que d'autres y voyaient une étape nécessaire à l'avènement d'une monarchie moderne et stable fondée sur la popularité de Catherine. Buckingham Palace a finalement publié une déclaration officielle concernant le cadre de continuité à long terme. Le texte évitait soigneusement le mot « destitution », mais son sens était clair pour quiconque lisait entre les lignes. Camilla conserverait sa dignité, mais n'exercerait plus aucun rôle gouvernemental. Les analystes ont qualifié cette décision de la plus claire prise par la famille royale depuis 10 ans, une mesure qui a empêché l'émergence de cours rivales et a garanti l'autorité de Catherine avant même son entrée en fonction. Le pays tout entier assistait à la transition d'une ère à l'autre. William et Catherine se tenaient côte à côte. Côte à côte lorsque la nouvelle tomba. Le prince tenait la main de son épouse, tandis que son nom était officiellement associé au prochain chapitre de l'histoire de la monarchie. La future reine peinait à contenir son émotion consciente que son accession au trône était désormais de notoriété publique. Sa vie privée était terminée. Son devoir envers la couronne était désormais la seule chose qui comptait. Camilla écoutait les informations diffusées depuis Clarence House, réalisant que sa reddition était présentée comme un ultime acte de dévouement à la stabilité de la couronne. La perte de son pouvoir était devenue sa dernière contribution au règne. Ce soir-là, Charles les convoqua tous les trois pour une ultime réunion. Il n'y avait ni conseiller ni document non signé sur la table.
Le roi expliqua que l'instrument de continuité de la couronne resterait en vigueur indéfiniment afin de garantir l'unité du pouvoir dès le début du règne suivant. Catherine aurait le contrôle absolu de la future orientation stratégique de la maison royale et de son programme de modernisation. Charles se tourna vers son épouse et lui confia que la signature de ce document lui avait causé une profonde douleur, mais que son amour ne pouvait tolérer que la monarchie demeure structurellement instable. Camilla répondit qu'elle comprenait, et pour la première fois la perte lui parut supportable, car il ne s'agissait plus d'un combat secret. Le décret avait certes posé une limite, mais il n'avait pas nié la réalité de leur mariage. Catherine promit que son règne reconnaîtrait le travail accompli par Camilla respectant les limites sans pour autant effacer son engagement. William prit l'acte signé et le rendit à son père. Charles referma le dossier et le plaça dans le coffret de transition sécurisé, un geste qui mit un terme définitif à la dispute. Camilla retourna dans le passé tandis que Catherine s'avançait vers l'avenir. Le roi avait choisi la succession plutôt que la rivalité, la continuité plutôt que les loyautés conflictuelles du passé. Debout près du document scellé, il savait que la couronne avait survécu parce qu'il avait enfin choisi une voie claire. L'ère de l'incertitude était révolue et l'ère de Catherine commençait. Tandis que les lumières du palais s'éteignaient, le document secret demeurait le témoignage d'un homme qui devait être roi avant de pouvoir être époux. La monarchie était sauvée, l'avenir était tracé, et les femmes qui s'étaient battues pour son âme avaient enfin trouvé un moyen de coexister dans le silence de la couronne.